Super. Bon, merci beaucoup. Moi aussi, je suis très contente d'être à nouveau parmi vous. Donc, moi, je suis médecin dans le service de génétique à l'hôpital de Bordeaux. Et je vais vous parler des aspects génétiques du syndrome Charge. Et je vais essayer de respecter le temps, ce qui va être un peu un challenge. Alors, j'ai essayé d'aborder la thématique en me plaçant du côté des familles, en me disant quelles sont les questions qu'on peut avoir quand on va voir un généticien. Et donc, on va essayer de voir ensemble à quoi est due la pathologie, pourquoi le syndrome il est apparu chez la personne. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être concernées dans la famille lorsqu'il y a une personne qui est atteinte du syndrome Charge. Et puis, parfois, on voit les couples qui viennent nous voir et qui ont le projet d'avoir un bébé et pouvoir expliquer un petit peu comment ça va se passer. Voir un petit peu comment ça se passe aussi dans les situations où, Véronique l'a dit tout à l'heure, des fois on n'a pas trouvé d'anomalie dans le gène. Et puis faire un tout petit point sur où est-ce qu'on en est d'un traitement. Donc à quoi est due la pathologie ? En fait, pour répondre à cette question, il faut revenir à la base, c'est-à-dire c'est quoi un gène et qu'est-ce que c'est que la génétique ? Alors on fait une comparaison assez classique dans les services de génétique où on va comparer les cellules. Donc les cellules, c'est ce qui constitue notre corps. On a des cellules dans les yeux, dans la peau, dans les reins. Cette cellule-là, on peut considérer que c'est un peu comme une usine. Et à l'intérieur, il y a un noyau. Et le noyau, c'est un peu comme la tour de contrôle de cette usine-là. À l'intérieur du noyau, on va avoir des chromosomes. Je ne sais pas s'il y a une flèche. Oui. Il y a des chromosomes. Les chromosomes, c'est un peu comme le mode d'emploi. Le mode d'emploi, il est constitué de livres, donc on peut considérer que les chromosomes, un chromosome, c'est un livre. Donc nous, on a 46 chromosomes, et pour être très exact, en fait, on a 23 chromosomes, et on les a tous en 2 exemplaires, puisqu'on a un exemplaire qui vient du père, un exemplaire qui vient de la mère. Si on zoome un peu, on voit que ces chromosomes, en fait, c'est un petit peu comme une bobine de fil, avec une forme un peu bizarre, comme ça, en forme de X. Donc un chromosome, ça correspond à un des livres de la bibliothèque, et si on zoome encore, on voit que le chromosome, il est constitué de cette hélice-là. Donc ça, c'est l'image qu'on a traditionnelle de la molécule d'ADN. En fait, donc cette espèce de... Oh, pardon, ça va beaucoup trop vite. Hop. Oula, beaucoup trop vite. Cette espèce d'échelle, en fait, il faut considérer qu'à chaque barreau de l'échelle, ça correspond à une lettre. Et donc cet enchaînement de lettres, ça va faire comme un chapitre du patrimoine génétique. Et donc ces chapitres, c'est ce qu'on appelle le gène. Et ce gène-là, il va être utilisé par la cellule pour fabriquer une machine. La machine, c'est ce qu'on appelle la protéine. Et donc, si on s'intéresse plus particulièrement à la situation du syndrome Charge, donc, dans le syndrome Charge, le gène qui nous intéresse, c'est le gène CHD7. Donc, il se situe sur le chromosome numéro 8. Donc, là, c'est une autre représentation du chromosome. À cet endroit-là, dans le chromosome 8, il y a le chapitre qui nous intéresse, le chapitre CHD7. Et là, on l'a représenté d'une autre façon. Donc, il faut imaginer que la ligne, là, c'est cette espèce d'échelle en colimaçon, là. Et à chaque fois qu'il y a un petit trait, c'est un paragraphe. Alors, vous voyez, les paragraphes, ils ne s'enchaînent pas. Il y a des trous entre les deux. En fait, il y a un peu comme des petites notes entre les paragraphes. Les paragraphes, c'est ce qu'on appelle des exons. Donc peut-être que sur les résultats d'analyse génétique, vous avez vu exon 15, ça veut dire que c'est le paragraphe 15 qui est concerné. Ce gène-là, en fait, chaque gène va s'exprimer de façon différente dans les organes et au cours du temps. C'est-à-dire que le gène CHD7, on sait qu'il s'exprime notamment dans les yeux, dans le cerveau, dans les oreilles, dans le cœur, dans le rein, et vous voyez que ça correspond aux organes qui vont être affectés lorsque ce gène ne fonctionne pas normalement. Donc quand on est dans une situation où on a des symptômes de syndrome Charge, on va aller donc lire ce chapitre, le chapitre CHD7, et en fait ce qu'on va voir, c'est qu'il y a une faute d'orthographe, donc un mot qui est mal écrit. C'est vraiment ça concrètement qu'on fait, c'est aller chercher une erreur à l'intérieur du gène, un mot qui serait mal écrit. Un autre terme qui est important et pour ceux qui ont eu des consultations de génétique, c'est sûrement un terme qu'ils ont entendu, on dit que le syndrome il est autosomique dominant.
Ça, c'est une notion qui est importante. Autosomique, ça veut dire que garçon-fille, c'est pareil, parce qu'en fait, on n'est pas sur les chromosomes qui disent si on est un garçon ou une fille, hein, on n'est pas sur les chromosomes X et Y. Donc ça, garçon-fille, le risque est le même. Et dominant, parce que sur les deux versions du gène CHD7 que nous avons, donc nous avons 2 chromosomes 8, donc sur chaque chromosome 8, on a une version du gène. On va avoir un chromosome où il va y avoir une faute, mais on a l'autre chromosome avec une version normale du gène CHD7. Mais avoir une seule version normale du gène, ça ne suffit pas. Et donc, quand il y en a une seule qui est altérée, ça suffit à développer des symptômes de la pathologie. Et donc, c'est ça que ça veut dire quand on dit que c'est dominant. C'est-à-dire la version altérée domine sur la version standard. Bon, et maintenant, la question, c'est de savoir, ok, donc il y a une faute d'orthographe dans ce gène-là, mais elle sort d'où cette faute? Pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui a déclenché ça? En fait, pas du tout, parce que quand on fabrique nos gamètes, c'est-à-dire nos spermatozoïdes, nos ovules, ce qu'on fait globalement, c'est qu'on recopie notre patrimoine génétique et on en donne la moitié. Ce mécanisme-là de recopiage et de division, c'est un mécanisme qui est imparfait. Il y a toujours des erreurs qui apparaissent quand vous faites un bébé. On considère qu'il y a à peu près 40 à 80 fautes. C'est comme vous, on vous demande de recopier un livre, vous allez forcément faire 40 à 80 fautes. Là, c'est pareil, et en fait, c'est un phénomène qui est naturel, et c'est ça qui est à l'origine notamment de l'évolution des espèces. Et la plupart du temps, les fautes, elles apparaissent dans des endroits qui n'ont pas de conséquences. C'est-à-dire, il manque un S à la fin d'un mot, ça ne change pas la compréhension du chapitre, on arrive encore à comprendre, et donc ça n'a pas de conséquences, mais parfois, ça apparaît sur un mot qui est très important, du coup, on ne comprend plus le chapitre, et du coup, c'est ça qui est à l'origine de maladies génétiques, alors qu'aucun des deux parents n'avait rien du tout, et pas de prédisposition. Donc c'est comme ça qu'apparaissent des maladies génétiques, alors qu'il n'y avait rien dans la famille. Et la question qui se pose, c'est qu'une fois qu'on a déterminé, ok, donc on a vu qu'est-ce que c'était la faute, très bien, et j'en fais quoi de ce résultat? À quoi ça va me servir à moi dans mon quotidien? Alors une des premières questions qu'on pourrait se poser, c'est que est-ce que si on connaît l'anomalie génétique, on va pouvoir me dire quelle maladie je vais avoir, c'est-à-dire quels symptômes, est-ce que je vais avoir plutôt le cœur, plutôt les yeux, plutôt les oreilles, est-ce que ça va être plutôt une forme sévère ou plutôt une forme pas sévère? Alors comme j'ai dit que j'allais aller assez vite, je vais peut-être pas rentrer dans le détail de ce schéma-là, mais en gros ce qu'il faut comprendre, c'est que parmi les fautes qui existent, il y a des fautes qui donnent pas du tout de machine, c'est-à-dire que la protéine n'est pas fabriquée, et il y a des fautes qui donnent une machine mais qui ne fonctionne pas terrible, qui est un peu cassée, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Intellectuellement, on a tendance à se dire que s'il n'y a pas de machine, ça va être plus sévère que s'il y a une machine, même si elle ne fonctionne pas très bien. Et donc ça, on essaye depuis des années et des années de démontrer que c'est moins grave quand on a une protéine, même si elle ne fonctionne pas très bien. Globalement, ce qu'on en conclut, c'est qu'il n'y a pas vraiment de lien entre le type de mutation qu'on trouve, le type de faute et la gravité des symptômes, même si on constate que quand c'est des histoires de famille, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont atteintes du syndrome Charge, dans ces situations-là, souvent dans les familles, il y a des gens qui ont des formes qui sont plutôt pas très sévères, voire même parfois il y a des gens qui ont l'anomalie et qui le savaient même pas parce qu'elles ont juste un petit problème d'une oreille qui fonctionne pas très bien, un rein qui est peut-être pas au bon endroit, et donc finalement elles savaient même pas qu'elles avaient un syndrome Charge. Et ça, on retrouve plutôt des fautes avec cette protéine qui fonctionne pas très bien. Mais globalement, on ne sera pas capable de vous dire quelle va être la gravité de la pathologie juste sur le résultat de la génétique. Et donc du coup, peut-être que d'avoir le résultat, ça peut servir à autre chose, et notamment à savoir est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la famille qui pourraient être atteintes du syndrome. Alors là, par contre, oui, ça a un vrai intérêt. Dans la très grande majorité des cas, ce qui se passe, c'est qu'il y a un couple qui n'a pas de problème, ils ont un bébé avec un syndrome Charge, et quand on fait l'analyse chez eux, ni l'un ni l'autre n'est porteur de la mutation. Ça, c'est ce qui se passe le plus souvent. Déjà, la première information qu'on va pouvoir donner à ce couple-là, c'est de leur dire, ok, du coup, vos frères, vos sœurs, vos cousins, vos cousines, tout ça, vous pouvez tous les rassurer en disant, eux, ils n'ont aucun risque de développer la pathologie, il n'y a pas de risque particulier pour eux. Par contre, pour le couple qui a déjà un enfant atteint de syndrome Charge, là, le risque, il n'est pas zéro. Et alors là, vous allez me dire, mais attendez, vous venez de me dire que c'était un accident. Oui, mais malgré tout, cet accident, quand il est apparu une fois, il peut se reproduire. Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, quand on fabrique nos spermatozoïdes et nos ovules, c'est là que l'anomalie apparaît. Sauf qu'en fait,
l'anomalie, elle apparaît au début, puis en fait, il y a une cellule mère, entre guillemets, qui va donner tout un tas de cellules filles. Et si l'anomalie, elle apparaît au début, toutes les cellules filles, elles vont avoir la même faute d'orthographe. Et c'est ça qui fait qu'on peut avoir plusieurs spermatozoïdes ou plusieurs ovules avec la même faute d'orthographe. Et donc, on peut avoir un autre bébé avec la même pathologie. Et ce risque-là, on l'estime à 3%. Bien sûr, la situation, elle est différente s'il y a un des deux parents qui est lui-même porteur de l'anomalie génétique. Auquel cas, le risque, il est de 50%, puisque c'est ce qu'on voit ici. Ici, on a pris au hasard, on a dit que c'était le papa qui était porteur. Il a 2 chromosomes 8, un avec l'anomalie, un sans l'anomalie. Et donc, il y a une chance sur 2 qui transmettent ou l'un ou l'autre. Donc là, le risque, il est beaucoup plus important. Donc, ok, une fois qu'on a dit ça, comment on fait si moi je veux avoir un enfant? Donc, on a vu qu'il y avait éventuellement un risque que la pathologie puisse revenir. Donc, on a des techniques qui permettent de savoir pour les couples qui le souhaitent. Donc, on reprend un peu les deux situations. On a ce couple qui a un enfant atteint de syndrome, aucun des deux n'est porteur. Et donc, on va pouvoir proposer au cours du premier trimestre de grossesse, donc à peu près au moment de la première échographie, un prélèvement qui se fait sous échographie. On va faire un prélèvement à travers la paroi du ventre de la maman, où on va aller prélever un petit bout soit de placenta, soit de liquide amniotique, pour aller étudier le patrimoine génétique du bébé, et on va pouvoir rechercher l'anomalie génétique avec quelques limites. D'une part, de faire ça, on prend un petit risque que ça déclenche une fausse couche, ce qui est quand même embêtant. Et puis, si jamais on retrouve l'anomalie, on ne pourra pas pour autant dire quels sont les symptômes que va avoir le bébé et quelle va être la sévérité de l'atteinte. De la même façon, si un des deux parents est porteur, on peut proposer aussi cette technique-là, mais on peut proposer d'autres techniques, notamment des techniques d'assistance médicale à la procréation. C'est ce qu'on appelle le diagnostic préimplantatoire. C'est-à-dire qu'on prend en charge les couples comme si ils avaient des difficultés à avoir des enfants. On fait une fécondation in vitro, on vérifie que l'embryon il n'a pas la mutation, et ensuite on réimplante l'embryon dans le ventre des mamans. Et on peut aussi avoir recours soit à des dons de gamètes, soit à des dons d'embryons. Mais maintenant, on a une nouvelle technique qui est assez récente et qui est peut-être même pas encore forcément pratiquée partout, qui est le diagnostic prénatal non invasif. Cette technique, elle est chouette parce que elle permet de ne pas avoir à faire le prélèvement à travers la paroi du ventre et donc à ne pas prendre le risque de fausse couche. Ça consiste à faire une prise de sang aux mamans. Et dans le sang des mamans, il va y avoir en fait du patrimoine génétique des bébés. Et donc, on va pouvoir rechercher la mutation du bébé sur la prise de sang de la maman. Cependant, il y a quand même des inconvénients. D'abord, il faut mettre au point la technique. Et donc ça veut dire que dès qu'on sait qu'on est enceinte, il faut mettre au point la technique parce qu'il y a 6 semaines. Donc c'est un peu long à l'échelle d'une grossesse. Des fois, la technique, on n'arrive pas à la mettre au point. Donc il y a des gens pour qui on dit « non, on est désolé, pour vous, ça ne va pas être possible ». Et ensuite, on fait un prélèvement, donc 10 semaines, c'est-à-dire 2 mois et demi de grossesse à peu près. On a le résultat en 10 jours à 2 semaines. Et c'est une technique qui est super fiable. Donc c'est vraiment une chouette option. Par contre, une des conditions importantes, c'est que la maman ne soit pas elle-même porteuse de la mutation, parce que si on fait une prise de sang chez elle et qu'on trouve la mutation, on ne va pas savoir si c'est celle de la maman ou celle du bébé. Et donc, ça c'est chouette quand on a trouvé la mutation, mais il se passe quoi quand, pour la personne, on n'a pas trouvé la cause du syndrome Charge chez elle? Alors ça, c'est juste pour vous illustrer un peu, mais on va pas y passer beaucoup de temps parce que Véronique l'a déjà un peu abordé. Bien sûr, plus on a de signes, plus on est sûr, plus le médecin est sûr que le patient a un syndrome Charge, et plus il y a de chances qu'on trouve une mutation. Là, vous voyez, ceux qui sont en orange, c'est les patients pour lesquels on n'est pas trop sûr qu'ils ont un syndrome Charge. Là, dans ces cas-là, évidemment, il y en a la moitié des cas où on ne retrouve pas de mutation dans ce gène. Donc, s'il n'y a pas de mutation dans ce gène, qu'est-ce que ça peut être d'autre ? En fait, maintenant, les laboratoires, ils étudient systématiquement un autre gène qui s'appelle EFTUD2, qui est responsable d'un autre syndrome, qui est un syndrome de Guillain-Almeida. Et en fait, il y a certaines situations où les deux pathologies peuvent être confondues, et parfois, il y a des patients qui se ressemblent beaucoup. Donc, en fait, même quand on pense que c'est le CHD7, le labo, il dit, ok, mais je vais quand même étudier l'autre en même temps, parce qu'on ne sait jamais, ça se ressemble tellement. Je vous ai mis les différences qu'il peut y avoir entre les patients, mais vraiment, ça peut être confondu. Donc, on l'étudie systématiquement. Mais des fois, c'est ni l'un ni l'autre. Alors là, il faut penser à autre chose. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller
utiliser une autre technique, parce que jusqu'à présent, on a lu le gène pour trouver une faute d'orthographe, mais est-ce qu'on ne s'est pas posé la question de savoir s'il manquait carrément la page où il y avait le chapitre? Donc on a une autre technique qu'on appelle ACPA, ou CGH, qui va aller voir s'il ne manque pas le morceau de chromosome, soit celui où il y a CHD7, soit éventuellement un autre morceau de chromosome. Et si c'est toujours pas ça, on ne va pas aller chapitre par chapitre tout explorer, hein, il y en a plus de 20 000 des chapitres. Donc on se dit, ok, on va tout imprimer, puis on verra bien si on trouve une faute. Donc ça, c'est les techniques de séquençage d'exomes et les séquençages de génomes. Donc ça, c'est des techniques assez récentes. Ça permet de lire l'ensemble des gènes. Donc la différence entre les deux, c'est que l'exome, ça regarde que les exons, donc on a dit que les paragraphes, ça lit pas les petites notes à côté, alors que le génome, il lit vraiment tout. L'inconvénient de ces techniques, c'est d'abord, c'est hyper long. On est de l'ordre de l'année, voire plus, pour avoir des résultats. Ça nécessite d'avoir le prélèvement des deux parents, et on sait par expérience que c'est pas toujours facile d'avoir ces deux prélèvements. Pour l'exome, on sait qu'il y a certains chapitres qui vont être en quelque sorte mal imprimés, et du coup, des fois, il y a des fautes dans ces chapitres-là qu'on n'arrive pas à voir. Et puis, bien sûr, si la faute elle est dans les petites notes, on ne le verra pas, puisque dans l'exome, on ne l'étudie pas. L'inconvénient du génome par rapport à l'exome, c'est que, alors oui, on lit tout, donc on est sûr de rien rater, mais par contre, on a beaucoup plus d'informations, et du coup, c'est un travail qui est beaucoup plus important, et donc il y a encore plus de chances de trouver des choses qu'on va avoir du mal à interpréter. Et en plus, c'est un examen qu'on ne peut pas prescrire comme ça facilement, il faut que ce soit validé, donc c'est un peu plus lourd en termes d'organisation. Et une des nouveautés assez récentes qu'on a pour les situations où vraiment on est en difficulté et qu'on a fait tous ces examens-là et qu'on n'est toujours pas sûr du diagnostic, on a maintenant une technique alors, qui est encore à un niveau de complexité supérieur, mais qui s'appelle l'épisignature. En gros, si on essaye de faire simple, il faut se dire que CHD7, c'est un peu comme un chef d'orchestre. Il sert à allumer ou à éteindre les autres gènes. C'est une espèce de c'est le maître d'orchestre. Il dit quelles autres machines doivent être allumées et doivent être éteintes. Là, ce schéma, à droite, vous avez en vert pour chaque colonne un patient et pour chaque ligne une machine. Donc ça dit si c'est en jaune, je crois, c'est allumé, la machine elle fonctionne à fond. Si c'est bleu, elle est éteinte. Si c'est noir, c'est entre les deux. Et vous voyez que tous les patients qui sont en vert, donc c'est ceux qui n'ont pas de syndrome charge, globalement, ils ont tous les mêmes machines allumées, toutes les mêmes qui sont éteintes. Ça fait un peu comme un code barre. Et on voit, même si c'est subtil, que les patients, donc ceux qui sont à gauche en rouge, ils n'ont pas le même code barre. Ils n'ont pas les mêmes machines allumées et les mêmes machines éteintes parce que CHD7 qui gère ça fonctionne pas normalement. Et du coup, quand on n'est pas sûr qu'il y a une altération dans ce gène-là, on va aller faire ce code barre et on va voir si ça ressemble plutôt aux gens qui ont des altérations de CHD7 ou plutôt aux gens qui n'en ont pas. Et ça va parfois permettre de conclure quand on a un doute, c'est-à-dire on a trouvé une faute dans CHD7, mais on n'est pas sûr que ça entraîne l'absence de fonctionnement de ce gène-là, on va avoir cette technique pour nous aider à interpréter et à savoir si ce qu'on a trouvé, c'est bien ça l'explication ou pas. Et juste un dernier point sur le traitement, je vais aller très vite parce que c'est encore très loin, mais en gros, pour pouvoir mettre en place un traitement, il faut qu'on ait compris comment ça fonctionne, quelles sont les conséquences de l'altération de ce gène, à quel moment ça intervient, dans quels organes, qu'est-ce que ça a comme conséquences sur la cellule. Pour comprendre ça, il n'y a rien de mieux que de créer des animaux qui ont la même chose que nous, parce que c'est plus difficile de le faire chez nous, évidemment. Donc on va fabriquer des souris qui ont le syndrome charge, des mouches qui ont le syndrome charge, des levures qui ont le syndrome charge, et on va voir ce que ça a comme conséquence. Une fois qu'on a bien compris tout ça, on va se dire, on va essayer de contrebalancer les effets de l'anomalie de CHD7. Le problème qu'on a, c'est que les anomalies, elles apparaissent très très tôt au cours du développement. 8 semaines de grossesse. 8 semaines de grossesse, on sait à peine qu'on est enceinte, et on sait encore moins que le bébé il a un syndrome charge. Donc ça, évidemment, c'est l'énorme limite qu'on a, et donc on a encore plein de questions à résoudre avant de pouvoir envisager un quelconque traitement. Donc ça va être comment on donne le médicament, faut pas qu'il ait d'effets secondaires, faut pas qu'il soit toxique, faut qu'il aille au bon endroit, faut qu'il n'y ait pas de conséquences sur la maman, faut que ce soit le bon moment, et puis si on le met plus tard, est-ce que ça va encore avoir un effet? Donc ça, c'est toutes les questions auxquelles il faut qu'on réponde avant d'envisager quoi que ce soit.
Donc voilà, je vais juste conclure avec les grands éléments qu'il faut retenir, à savoir que de faire les analyses génétiques, ça permet de confirmer le diagnostic et puis éventuellement d'adapter la surveillance médicale. Ça permet de proposer une prise en charge adaptée pour la grossesse selon ce que souhaite le couple. Et puis le fait d'avoir des nouvelles techniques, ça permet de poser des diagnostics chez des gens chez qui on n'aurait peut-être pas pensé au syndrome initialement. Et plus on en connaîtra sur la génétique et sur comment ça fonctionne, et plus on avancera vers une perspective d'un éventuel traitement.